reprenons cette semaine nos travaux en poursuivant l'exercice de clarification des enjeux actuels en matière de souveraineté numérique, au sujet notamment de l'hébergement des données publiques et du rôle que pourrait jouer la commande publique pour la faire progresser, sujet que nous avons engagé depuis maintenant plusieurs semaines. Nous avons notamment mis en lumière les signaux contradictoires envoyés par l'État et ses opérateurs, en particulier dans le domaine de l'enseignement supérieur, mais aussi la situation de dépendance dans laquelle nous nous trouvons, et parfois nous complaisons vis-à-vis de quelques grands acteurs internationaux. La prise de conscience à ce sujet reste ténue et encore loin d'être universelle. Pourtant, nos auditions ont montré qu'il n'y avait pas de fatalité à cette situation. L'écosystème français de l'innovation est performant. Les startups nombreuses et les acteurs ayant atteint un haut niveau de maturité sont capables d'offrir des services qui rivalisent avec ceux des GAFAM. Des solutions souveraines existent. Pourquoi ne parvient-on donc pas à franchir le pas ? Pour échanger avec nous à ce sujet, nous recevons Monsieur Guillaume Poupard, directeur général adjoint de DocaPost, filiale du groupe La Poste, chargé d'offrir des services numériques aux entreprises et qui se spécialise dans la confiance numérique, et par ailleurs ancien directeur général de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, l'ANSSI. Je vous informe que cette audition sera diffusée en direct sur le site du Sénat et fera l'objet d'un compte-rendu publié. Je vous rappelle également qu'un faux témoignage devant notre commission d'enquête sera passible des peines prévues aux articles 434-13, 434-14 et 434-15 du Code pénal, soit 75 000 € d'amende et jusqu'à 5 ans d'emprisonnement, voire 7 ans, en fonction des circonstances. Je vous invite donc à prêter serment de dire toute la vérité, rien que la vérité. Veuillez s'il vous plaît appuyer sur le bouton de votre micro, lever la main droite et dire « je le jure ». Je le jure. Je vous remercie. Si la personne à côté de vous prévoit d'intervenir, il faut qu'elle puisse prêter serment aussi. Je ne sais pas si ce sera le cas. Parfait. Je vous laisserai dans un premier temps présenter brièvement DocaPost et son champ d'intervention dans le numérique de confiance auprès des personnes publiques. Quel regard portez-vous, avec l'expérience acquise dans vos fonctions actuelles, sur les pratiques des personnes publiques en matière d'achat numérique ? Leur niveau de compétence est-il, selon vous, suffisant ? Du fait de la complexification des solutions technologiques, parfois entretenues, il faut le dire, par les fabricants eux-mêmes, les assistants à maîtrise d'ouvrage ne tendent-ils pas à se substituer aux acheteurs eux-mêmes, alors qu'ils ne détiennent aucune légitimité, si ce n'est technique ? C'est une question qui revient très régulièrement dans le cadre de nos auditions. C'est également au titre de l'expertise que vous avez acquise dans le cadre de vos fonctions à la tête de l'ANSSI que nous souhaitions vous entendre. Entre 2014 et 2022, une politique publique de la souveraineté numérique a progressivement été élaborée avec une accélération à la suite de la crise sanitaire et du développement de l'usage des services de cloud. Quel a été le rôle et l'action de l'ANSSI dans ce cadre, aux côtés notamment de la direction interministérielle du numérique que nous avons auditionnée dans cette même salle ? Vous avez notamment créé, durant cette période, la qualification Secnum Cloud, associée à un très haut niveau d'exigence et dont les titulaires doivent garantir l'immunité des données qu'ils hébergent aux législations extraterritoriales. Quel est le risque posé par ces législations ? Est-il possible que l'alliance d'un hyperscaler américain avec un acteur français permette de s'en prémunir ? Enfin, vous étiez à la tête de l'ANSSI lorsque la décision a été prise d'assurer l'hébergement de la plateforme des données de santé, le fameux Health Data Hub, chez Microsoft Azure. Avez-vous été associé à ce processus ? Des acteurs souverains n'étaient-ils pas en mesure d'assurer cette prestation alors que les données concernées sont extrêmement sensibles ? Je vais donc vous laisser la parole pour un propos liminaire d'une dizaine de minutes et puis ensuite, monsieur le rapporteur vous interrogera, tout comme les membres de notre commission d'enquête que je remercie pour leur présence. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Bonjour à tous. Donc ça fait beaucoup de questions. En 10 minutes, je vais essayer de ramasser le propos. Une dizaine de minutes, si c'est 15. Ok, merci pour votre générosité. Peut-être commencer par les risques. Ça, c'est ma culture, pour ensuite aller vers les solutions telles qu'on les a pensées. On a commencé à les construire depuis plusieurs années. Le risque, il est connu, il est celui de législation extra-européenne, pour ne pas dire américaine ou chinoise. Je ne fais pas une focalisation sur le droit américain, puisque quand on regarde du côté de la Chine, c'est écrit de manière très différente, mais l'esprit est exactement le même. Et c'est directement lié au fait que ces deux puissances disposent d'acteurs numériques très puissants,
et ce serait injuste de leur reprocher. Et quelque part, par un droit que moi je trouve excessif, mais enfin c'est pas à moi de juger, il y a en effet la possibilité pour ces puissances d'accéder à de la donnée de manière absolument incroyable. Donc ça c'est très documenté, c'est du droit, hein, on ne parle pas d'espionnage, de présomption, de choses comme ça. Et notamment du côté des États-Unis, tout l'empilement du Patriot Act, du FISA, du Cloud Act, tout ça. Bon, je ne vais pas rentrer dans le détail, vous avez bien ça en tête, fait que les autorités américaines ont un accès que moi je considère comme quasi illimité aux données qui sont hébergées par ces opérateurs. Est-ce qu'ils l'utilisent, est-ce qu'ils ne l'utilisent pas? Comme tout ça est secret, évidemment c'est très difficile à dire. Mon raisonnement il est beaucoup plus par l'analyse de risque. Une puissance qui dispose de tels outils et qui s'en passerait, ce serait totalement incohérent. Donc je pense que dans une analyse de risque qui se tient, on est obligé de partir du principe que ces outils sont bien des outils opérationnels. Même si j'en ai pas la preuve, évidemment. Donc une fois qu'on a dit ça, la question se pose de quelle solution utiliser. Alors si je me remets du côté de l'ANSSI, il y a déjà quelques années, l'ANSSI, en tant qu'agent de cybersécurité, a l'habitude de travailler à la garantie de sécurité de certains produits spécifiques. Ça peut être des produits très techniques, ça peut être des cartes bancaires. Voilà, il y a tout un historique de schémas que l'on qualifie de certification ou de qualification qui est en place. Et dès 2014, quand je suis arrivé à l'ANSSI, j'ai vu cette pression pour dire, mais voilà, il y a le cloud, l'informatique numérique qui arrive, qui prend beaucoup de place. C'est très très difficile pour un client, un utilisateur, de se faire une idée de la sécurité réelle de ces solutions, parce que c'est extrêmement technique. Est-ce que l'ANSSI ne pourrait pas faire un référentiel et une certification pour distinguer finalement les solutions qui sont sécurisées par rapport aux autres, dans la logique de ce qui est fait habituellement? Donc c'est ce qui a été réalisé. Et donc voilà, sans rentrer dans le détail, ça veut dire qu'il faut fixer des règles claires, ce qu'on appelle un référentiel. Voilà, donc on dit, bah, pour nous, un cloud sécurisé, c'est un cloud qui respecte telle règle de sécurité, en termes de sécurité technique, de chiffrement, de sécurité opérationnelle, d'accès au data center. Enfin, voilà, tous ces éléments sont publics, ils sont relativement lisibles. Enfin, c'est un peu technique, mais ça reste très lisible. Et donc on a un référentiel, on a des industriels qui proposent des offres, qui veulent les faire qualifier. On a un tiers indépendant qui mène cette évaluation. Et in fine, c'est l'ANSSI qui prend la décision de la qualification au nom de l'État français. C'est quelque chose qui a une assise juridique assez forte et qui engage l'État sur la qualité des travaux. D'où le sérieux ça contribue évidemment au sérieux de cette démarche. Initialement, ce référentiel qu'on appelle Secnum Cloud, j'assume ce nom qui... Bon, avec le recul, c'est un peu bizarre, mais bref, tout le monde s'y est habitué, ou presque. Avec ce référentiel Secnum Cloud, initialement, on ne s'intéressait qu'aux questions de sécurité technique et opérationnelle. La protection juridique face à du droit non européen n'était pas inclus dans les premières versions parce que l'ANSSI, je considérais, je parlais à la première personne, je considérais qu'on sortait de notre champ d'agence technique pour aller sur un champ plus complexe, probablement, avec des adhérents sur les questions de souveraineté qui sont au moins autant politiques que techniques. Mais en fait, ce qui est apparu, c'est que dire, voilà, cette solution, elle est parfaitement sûre, entre guillemets, d'un point de vue technique, mais par contre, il y a des trous juridiques dedans qui font que, quelque part, on ne peut pas garantir, on peut même avoir la garantie inverse que les données ne sont pas sécurisées, ça ne fait pas de sens. Donc il y a eu toute une deuxième phase dans la construction de ce référentiel pour ajouter des critères d'immunité au droit extraterritorial qui apparaissent dans la dernière version du référentiel. C'est pas si simple, parce qu'il suffit pas de dire les sociétés européennes sont gentilles et les sociétés non européennes sont méchantes. Voilà, ça se qualifie de manière beaucoup plus subtile que ça, mais c'est inclus dans le référentiel. Et aujourd'hui, ce référentiel, il est fait pour protéger des risques juridiques liés à du droit non européen. Aujourd'hui, en termes de solutions, donc je ne parle que du cloud, mais on peut en parler sur d'autres sujets, mais le cloud est intéressant parce qu'il est assez emblématique des problématiques qui sont posées. Aujourd'hui, il y a deux manières de faire du cloud qui respecte ce référentiel Secnum Cloud. Soit vous allez chercher de la technologie typiquement américaine et vous la faites opérer par des gens qui ne sont pas soumis au droit américain. Il y a des offres qui se développent en France autour de ça.
Et tout a été pensé en termes de faisabilité pour que ça puisse aller au bout. Le but, c'est pas de dire à la fin, bah non, c'est pas possible. Donc les initiatives en cours, tant que c'est pas fait, et c'est plus du tout ma responsabilité, mais normalement, c'est fait pour aller au bout et obtenir cette qualification SecNumCloud. Ça, c'est une première manière de faire, ce qu'à une époque, Bercy appelait le cloud de confiance, ou du cloud hybride. Hybride au sens, on prend de la technologie qui n'est pas souveraine, clairement pas, et on la fait opérer par des opérateurs qui ne sont soumis, on l'espère, qu'au droit européen. L'autre manière de faire consiste à développer des solutions concurrentes, mais de manière maîtrisée en Europe, avec de la technologie européenne, avec des acteurs européens, tant en développement qu'en exploitation. Et ça, c'est typiquement ce que l'on fait actuellement. Il y a plusieurs acteurs. Outscale chez Dassault Systèmes, OVH Cloud bien connu, Scaleway. Et c'est ce que l'on fait également chez DocaPost. On ne le fait pas tout seul, mais on a lancé une offre qui s'appelle NumSpot, que l'on a lancée avec la Banque des Territoires, Bouygues Télécom et Dassault Systèmes, de manière à proposer une offre totalement maîtrisée. Je préfère dire maîtrisée que souveraine. Souveraine, c'est un terme qui est toujours un peu délicat, même si on comprend bien l'idée qu'il y a derrière et que c'est le terme un peu consacré aujourd'hui. Et le but, c'est de proposer des offres de cloud qui soient naturellement immunes à du droit non européen. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que la technologie, c'est beaucoup d'open source. Aujourd'hui, l'open source est mature. C'était pas vrai il y a 10 ans. Hein. Mais dans ce domaine-là, l'open source est mature. Et donc il y a énormément de choses qui sont disponibles, accessibles et non contrôlées, au sens négatif du terme. Et à condition d'avoir les bons ingénieurs, ce qui est le cas, je pense, chez NumSpot, on est capable de bénéficier de cette technologie pour l'intégrer, l'assembler et en faire des offres qui soient robustes, efficaces, sécurisées et en même temps immunes au droit américain et au droit chinois. Donc c'est ça le pari que NumSpot est en train de réaliser, mais encore il y en a d'autres hein, qui font la même chose. Est-ce qu'on peut qualifier ces offres de souveraines? Je pense que oui. Est-ce que les offres hybrides dont je parlais avant sont souveraines ou pas? On ne parle pas de la même chose, de toute évidence. La principale différence étant pas en termes de sécurité, à mon avis, mais plutôt en termes de disponibilité. Si demain, pour être très clair avec vous, si demain les fournisseurs de technologie américains décident de ne plus fournir la technologie, ce sont des systèmes qui s'effondrent très vite. On parle en jours, peut-être en semaines, on ne parle pas en années ou en décennies en tout cas. Parce que voilà, ces clouds, on peut avoir l'impression d'objets statiques. En pratique, ça évolue en permanence, il faut constamment des mises à jour et tout ça, et donc forcément ça s'arrête. Donc dans le contexte géopolitique d'aujourd'hui, qui pourrait être franc, qu'on n'imaginait même pas il y a quelques années, pour être très très franc. Même les plus parano dans mon genre quand même, avaient du mal à penser ça. Bah, dans le contexte aujourd'hui, on se rend compte qu'il peut tout à fait y avoir des décisions politiques extrêmement fortes qui peuvent tout à fait interdire la diffusion de technologies. On en pense ce qu'on veut, probablement beaucoup de mal, mais dans certains cas, ça devient un risque qu'on ne peut plus prendre, à mon avis. Donc ça, c'est la situation. Après, il y a d'autres cas d'usage. Pour dire deux mots de DocaPost. Donc DocaPost, c'est la filiale numérique de la Poste. Hein. Le but, c'est de proposer des solutions, des services qui sont nativement souverains. J'ai l'habitude de dire en interne qu'on fait de la souveraineté comme Monsieur Jourdain fait de la prose, parce que voilà, c'est le pari de DocaPost depuis l'origine. Tout ce que l'on développe, on le développe en France. Je vais dire en Europe, en pratique beaucoup en France. C'est hébergé dans des data centers qui sont en France. Toute l'infrastructure est à nous, hein, opérée par des collaborateurs de DocaPost. Donc on a une maîtrise totale. Et c'est notre modèle économique. Hein, on ne se force pas pour faire ça. Et l'idée, c'est d'aller proposer nos services dans des métiers de conseil, d'édition de logiciels et de fabrication de plateformes, qui sont un peu du logiciel à façon, des gros logiciels qu'on fait pour nos clients européens. Et ce, dans trois axes prioritaires que sont le secteur public, la santé et l'éducation. Si on va sur ces secteurs-là, ce n'est pas le fruit du hasard. C'est qu'on a le sentiment que ce sont des domaines où la sensibilité de la donnée est présente, même si la réglementation n'est pas toujours très claire là-dessus, pour être très très franc. Si je prends l'exemple de l'éducation, par exemple, on a au sein de DocaPost une société
qui a été acquise il y a quelques années, qui s'appelle Index Éducation, qui est parfois bien connu. Enfin, il y a ceux qui connaissent très bien et ceux qui ne connaissent pas, mais qui édite le logiciel Pronote. Pronote, c'est le cahier de texte dans le secteur public pour les collèges et les lycées, qui est utilisé par l'immense majorité des collèges et des lycées. Donc voilà, les parents, les enfants connaissent, les profs aussi. Et quand je reste 2 minutes sur cet exemple parce qu'il est intéressant, quand le fondateur de Pronote, qui a fondé la boîte il y a plus de 30 ans, a voulu passer la main l'âge arrivant, c'est une boîte superbe, hein, vraiment Index Éducation, c'est une superbe réussite, eh bien, c'est là que collectivement on s'est rendu compte que les données qu'il y avait dans Pronote sont des données extrêmement sensibles. Ce sont toutes les notes, les absences, les remarques sur nos enfants. Voilà. Je ne sais pas s'il y a, donc c'est soumis au RGPD, c'est soumis à des règlements génériques, mais je ne suis pas persuadé qu'il y ait un texte spécifique qui dise que ces données sont très sensibles, mais intuitivement elles sont sensibles. Tout comme les données de santé, on sent bien qu'il y a une sensibilité naturelle là-dedans. Et quand Pronote a été à vendre, on a vu des fonds de pension, notamment anglo-saxons, tourner autour, parce qu'il y a la valeur du logiciel, du service qu'il apporte, et il y a la valeur de la donnée qu'il y a dedans. Donc c'est très important, de notre point de vue, que des opérateurs de confiance, je n'ai pas peur du terme, comme DocaPost, puissent être là pour proposer ces services, continuer à les faire évoluer, vivre au rythme de la technologie, et notamment toute la question qui se pose en ce moment, c'est comment est-ce qu'on va mettre de l'intelligence artificielle là-dedans, parce qu'on a plein d'idées pour le faire. Et en même temps, il faut un traitement éthique de la donnée qui soit particulièrement exemplaire. Je vous livre le business plan infernal qui pourrait nous rapporter beaucoup d'argent. C'est de vendre ces données à des gens qui proposent des cours à domicile. Voilà. Si vous avez toutes les notes de tous les élèves de France, bah oui, vous pouvez faire un ciblage absolument incroyable que même les GAFAM ne savent pas faire probablement. Voyez. Donc on a absolument besoin d'avoir de tels opérateurs. Pour aller sur la relation avec l'État et l'achat public, alors d'abord la relation avec l'État, elle est très bonne. On a une relation, alors là je parle avec ma casquette actuelle, ça n'a pas été dur pour moi de passer d'une bonne relation quand j'étais à l'ANSSI à une bonne relation chez DocaPost, et le tout dans un respect total de la déontologie. Mais la relation avec la DINUM, typiquement, est excellente. Parce qu'on a des cultures qui sont proches, on a la même intuition sur ce qu'il faut faire en termes de maîtrise. Je parle de maîtrise plus que de souveraineté, mais enfin on pourrait parler de souveraineté de la donnée. Et tout l'enjeu finalement dans la relation avec la DINUM, c'est de trouver le bon équilibre sur qu'est-ce qui doit être fait par l'État et qu'est-ce qui doit être fait par des acteurs industriels. Ma conviction personnelle étant qu'il y a un équilibre subtil à trouver entre les deux. Mon approche quand j'étais à l'ANSSI, je suis désolé, je passe d'une casquette à l'autre, était que c'est très important d'avoir des compétences au sein de l'État. Si on n'a pas les compétences, si on n'a pas les experts, c'est très très dur de piloter, à mon avis, des prestataires, des industriels, des sous-traitants capables de faire le travail. Par contre, avoir l'expertise, ça ne veut pas dire être capable de faire le travail industriel. Quand j'étais à l'ANSSI, on a fait énormément de preuves de concept, de POC, de démonstrateurs, de choses comme ça. Et moi, j'encourageais nos experts à faire ça. Par contre, à chaque fois qu'ils disaient, bon, maintenant que ça marche, on va en faire un produit, j'ai toujours été très réticent. Et à chaque fois que j'ai cédé, j'ai regretté. Parce que entre faire une preuve de concept et faire un produit, c'est pas le même métier. Tout ce qui est derrière, la maintenance, la gestion des utilisateurs, les corrections, des trucs qui n'amusent pas les experts, probablement, c'est un autre métier. Et donc, tout l'enjeu que l'on a avec la DINUM, nous, comme d'autres industriels de confiance en France, c'est de trouver ce bon équilibre entre, quelque part, un acteur étatique qui doit être expert. Donc, moi, je continue à dire qu'il faut qu'ils aient à la fois les moyens quantitatifs et qualitatifs de recrutement pour avoir les bons experts, qu'ils aient une vraie stratégie, qu'ils puissent afficher cette stratégie et qu'ils sachent passer la balle aux industriels de confiance quand il le faut. Et quand je dis passer la balle, c'est quelque chose de très imagé pour parler très souvent de marché public, de contrats, de choses comme ça. On arrive à faire des choses, mais c'est souvent très complexe. Et c'est là où on en vient sur le sujet de votre commission d'enquête. En termes d'achat public, intégrer des critères de prix, c'est très facile. C'est même le critère dominant. Des critères de RSE, ça progresse. Et donc ça montre qu'on est capable d'aller sur autre chose que des critères de prix. Des critères de performance technique, grosso modo, c'est plutôt bien fait, en général. Des critères de sécurité, c'est beaucoup plus dur. Quand j'étais à l'ANSSI, on avait fait un travail, on faisait ce constat que les acheteurs publics ne savaient pas acheter des produits sécurisés. On avait travaillé avec la direction des achats de l'État pour même faire un guide à destination des acheteurs. Parce qu'en fait, on se rendait simplement compte qu'ils ne savaient pas faire. Ce n'est pas qu'ils
qu'ils ne sont pas compétents, c'est juste qu'ils n'avaient pas été formés pour ça. Donc il y a toute une question de formation des acheteurs. Et à côté de ça, il faut qu'il y ait une volonté en termes d'achat pour aller vers des solutions sécurisées, qui sont parfois un peu plus chères, qui sont parfois... Voilà. Donc, et ça, c'est pas à l'acheteur de prendre cette responsabilité, c'est bien au donneur d'ordre. Et je pense que sur les questions d'autonomie stratégique et de souveraineté, on est quelques années plus tard exactement dans la même situation où les acheteurs, ils savent pas bien faire. Ils n'ont pas le mode d'emploi, donc il y a un travail à faire autour de la formation et de la diffusion de méthodes. À la DGA, on parlerait de closier générique, par exemple. Voilà, parce que c'est un peu toujours les mêmes choses qu'il faut demander, mais encore faut-il savoir les demander. Et il faut une volonté forte de la part des décideurs pour dire, mais moi je veux des produits qui soient sécurisés, y compris vis-à-vis des menaces juridiques, y compris vis-à-vis de ces risques d'indisponibilité pour des raisons géopolitiques, et ainsi de suite. Donc c'est là qu'on est aujourd'hui. Le côté négatif, c'est que ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, dans les appels d'offres que nous, on voit passer, c'est des choses qui n'existent pas, ou c'est anecdotique. Mais en même temps, on connaît la méthode. Il faut qu'il y ait un vrai courage, une vraie volonté, et que ce soit durable dans le temps. Et il faut que ceux qui sont chargés d'exécuter, au sens noble du terme, ces achats, aient les moyens de le faire et le savoir-faire pour le faire. Ça peut paraître une évidence, ça n'est pas tant que ça, et j'arrêterai là-dessus. Finalement, pour un acheteur, si je suis un peu cynique, pour un acheteur, aller acheter la même chose que les autres, même si on sait bien que ce n'est pas exactement ce qu'il faudrait, c'est ce qui est facile. Parce que le jour où il y a un problème, c'est facile de dire bah, moi, je me suis trompé avec les autres. Alors qu'avoir raison tout seul, c'est beaucoup plus dur. Et c'est encore un petit peu ça aujourd'hui pour un acheteur qui veut intégrer, ou pour un décideur qui veut intégrer des critères de souveraineté avec tout le doute qu'il peut y avoir sur la validité juridique de tels critères. Il faut beaucoup de courage, je trouve, et c'est pas toujours facile. Merci beaucoup, monsieur le rapporteur. Casquette en tant que patron de l'ANSSI, est-ce que vous étiez souvent sollicité pour donner des conseils dans les appels d'offres de marché public, tels passés par l'UGAP ou tels passés par la HDH ou l'enseignement? Est-ce qu'on vous consultait régulièrement en tant qu'ANSSI, et de combien de personnes disposiez-vous? Première question. Deuxième question, vous avez parlé d'interdire par une décision politique. Qu'est-ce qui empêche demain matin de mettre dans les marchés publics la clause de souveraineté? Ça obligera l'acheteur à la respecter. Et un exemple qui nous est arrivé quand même, on a vu arriver quand même des données sensibles chez Microsoft. À votre avis, qu'est-ce que fait la CNIL? Puisque la CNIL est censée quand même protéger les données personnelles. Et là, on lui donne un paquet complètement. Ainsi que le RGPD. Quel aurait été le rôle? Alors, on a bien compris depuis qu'on fait cette mission que c'est facile de repasser sur un marché de fourniture ou autre, d'hébergement, par l'UGAP. Et l'UGAP a sur son étagère un Microsoft, et on prend celui-là. Donc c'est souveraineté. Et deuxième question, vous l'avez très bien rappelé, on a les acteurs en France, et tous nous l'ont dit, qui sont capables de faire. Mais la seule différence, c'est de dire, voilà, on peut le faire si on nous donne de la commande publique. C'est-à-dire donner du grain à moudre, du portefeuille pour se développer. Voilà mes questions un peu dans le désordre. Sur la sollicitation de l'ANSSI, en fait, ça s'est construit. Moi, je suis resté 9 ans à la tête de l'ANSSI. Certains jugent que c'est trop longtemps. Au départ, il y avait très peu de confiance vis-à-vis de l'ANSSI, qui était une agence très jeune. Et on nous voyait arriver parfois de loin, pas forcément avec la volonté de coopérer. Tous les efforts qu'on a faits pour aller travailler avec tous les acteurs que vous avez cités ont été positifs. L'UGAP, je prends l'exemple de l'UGAP. Au départ, quand on a dit mais pourquoi les administrations n'achètent pas plus d'équipements certifiés ou qualifiés par l'ANSSI et vont acheter du matériel américain, parfois très bon d'ailleurs, hein, mais enfin bon, pas exactement souverain. La réponse qu'on nous a, on achète à l'UGAP et c'est pas dans le catalogue de l'UGAP. Bon, qu'est-ce qu'on a fait? On est allé voir l'UGAP, on a passé des conventions avec l'UGAP, on s'est mis à travailler avec l'UGAP, qui sont des gens intelligents, de manière à mettre au catalogue de l'UGAP des produits de sécurité qui soient qualifiés par l'ANSSI, donc en général des produits français ou européens, sauf exception très rare. Donc ça montre que ça se construit tout ça en fait, c'est pas naturel. Mais en le construisant, il y a tout à fait une voie possible. Sur les projets, c'est pareil. Sur les projets,
il y a ceux qui ne nous connaissaient pas et qui cherchaient plutôt à nous éviter, pour être franc. Et puis après, ça se construit. Le cas, je vais pas esquiver le cas du Health Data Hub, qui est emblématique. Quand le Health Data Hub a été mis sur la table, quand l'idée a été lancée, très regardée politiquement, à juste titre, parce que c'est un beau projet, ça reste une belle idée, il faut que ça se développe, eh bien, j'ai échangé dès le départ, sous la bienveillance de conseillers de l'Élysée, qui voulaient être sûrs que la sécurité est bien prise en compte. La CNIL était là également. L'idée a été de dire, ben voilà, comment est-ce qu'on fait pour avoir une solution qui soit sécurisée, réglementairement fiable, et ainsi de suite. Et ça va vous paraître caricatural, mais ça s'est quasiment passé comme ça. Ce que j'ai dit dans mon rôle ANSSI à l'époque au HDH, c'était, vous avez deux sujets. Vous avez un sujet de sécurité, et là on va vous aider, c'est pas une option. Parce qu'en tant qu'autorité nationale de cybersécurité, c'est notre devoir de faire ça, et on peut l'imposer. Et je me souviens encore avoir dit, et il y aura un deuxième problème, qui est un problème de perception, qui est un problème politique, c'est un problème de souveraineté. Je ne veux pas tirer sur l'ambulance, sans jeu de mots, parce qu'à l'époque, quand le tour a été fait des solutions disponibles pour héberger le HDH, objectivement, c'était clairement chez Microsoft que c'était plus facile. Bon, oui, mais il y avait quand même des acteurs français qui auraient pu se mettre sur la table et le faire. Ils le disent tous. Alors, il aurait fallu le développer. Oui, voilà. Il aurait fallu le développer. Et ce n'est pas le choix qui a été fait, puisqu'il y a eu un choix d'aller vite, avec des moyens limités. Facilité, d'efficacité, je ne sais pas. Ce qui est certain, c'est que le passé est le passé. La question qui se repose aujourd'hui, c'est... Dans l'appel d'offres qui a été fait, il était possible d'avoir des acteurs français. C'est ça que je veux savoir. Je ne suis pas certain qu'il y ait eu un appel d'offres. Voilà, non, mais c'est ça que je veux savoir. Il n'y a pas eu d'appel d'offres. Voilà, c'est important de le dire. Mais à la limite, plutôt que de pleurer sur le lait versé, et on peut avoir des regrets, hein, ça, j'ai aucun doute là-dessus. La question, c'est plutôt qu'est-ce qui se passe aujourd'hui. Est-ce qu'à l'époque, les acteurs français étaient prêts ou pas? On peut toujours en parler. Est-ce qu'aujourd'hui, les acteurs français sont prêts? La réponse est oui. Et ça, il faut être très clair là-dessus. Parce qu'il s'est passé des années. Pendant des années, ces acteurs, ils ont travaillé, ils ont progressé. Et la dernière chose qu'on nous oppose, donc là je parle avec ma nouvelle casquette, qu'on nous oppose, c'est oui, mais votre catalogue de services, il est moins complet que celui des GAFAM. Et la réponse est oui. La réponse est oui. Mais est-ce que quand vous achetez une voiture, vous n'achetez pas l'ensemble du catalogue de la marque? Enfin, vous avez besoin d'une voiture qui répond à vos besoins. Et donc, ce que je vous dis, c'est que les clouders français, ils savent fabriquer ces voitures-là. Voilà. Ils n'ont pas tous les services, ils n'ont pas parfois des services que je qualifierais même de gadgets. Hein. Dans la stratégie que l'on a sur NumSpot, prenez le catalogue d'Amazon, il y a 200, 300, j'ai arrêté de compter le nombre de services proposés au catalogue d'Amazon. C'est extraordinaire, d'ailleurs. Pour des gens qui veulent se lancer très très vite, avoir très très vite des résultats, c'est extraordinaire. Et puis en plus, tout est fait pour que ce soit quasiment gratuit pour eux. Donc vous connaissez toute la logique qu'il y a derrière d'enfermement dans ce monde-là. Quand on a travaillé techniquement sur la feuille de route technologique de NumSpot, on s'est dit, mais qu'est-ce qu'on développe comme service? On va pas faire 300 services d'un coup. Il faudrait des armées de développeurs, et de toute manière, ce ne serait pas utile. Quand on a fait le tour des clients, à commencer par les clients entre guillemets internes du groupe La Poste, du côté de la Caisse des dépôts et consignations, avec qui on est très proche et qui est impliqué dans NumSpot, eh ben, on s'est rendu compte que dans les services réellement utiles qui faisaient 90% de l'usage, il y en avait moins d'une dizaine. C'est toujours la même chose, je ne rentre pas dans la technique, mais on sait exactement spécifier de quoi on a besoin. Donc, à la question, est-ce que vous avez le même catalogue que Microsoft? La réponse est non, et probablement durablement non. Est-ce que vous avez un catalogue de services qui permet de faire le Health Data Hub? La réponse est oui, aujourd'hui. En 2018, 2019, dans les temps numériques vont très très vite, et il aurait fallu développer, il aurait fallu avoir le courage à l'époque de dire, bon, ok, même si vous n'êtes pas prêt, on peut financer, et on parle en millions, hein, on ne parle pas en milliards hein, sur le financement. C'est là où on peut avoir des regrets, probablement. On a perdu du temps, avec ce projet emblématique comme avec d'autres. Mais bon, une fois encore, le passé est le passé. Sur les clauses de souveraineté, moi je pense qu'il faut le courage d'y aller. On a souvent des objections juridiques. La principale étant, c'est contraire, dès qu'on met des clauses comme ça, sauf dans des cas très particuliers de défense nationale ou de sécurité nationale, eh bien c'est contraire aux règles de l'OMC. Voilà. Donc
il y a des gens dont c'est le rôle de faire respecter ces traités, ce qu'on a signé, ce que la France a signé, ou l'Europe a signé aujourd'hui. Et on nous dit, bah, non, ça ne fait pas partie des clauses d'exclusion, et donc si vous faites ça, c'est du protectionnisme, et c'est pas bien. Je ne suis pas du tout juriste, donc c'est pour ça que je n'utilise probablement pas les bons mots, mais c'est comme ça qui se passe. Encore en France, on arrive à se parler avec les différents acteurs, même de manière plutôt élégante, ce qui fait que d'ailleurs, le référentiel SecNumCloud, il a pu aboutir, et c'était un accord interministériel pour le faire. Quand on a voulu escalader cette démarche-là au niveau européen, vous savez peut-être qu'il y a une démarche de certification européenne qui ressemble beaucoup, qui s'appelle IUCS. Donc tout est fait, hein, tout est en place. Et ce que l'on a poussé, c'est de dire, bah, voilà, au niveau le plus élevé de certification, il faudrait copier le système français, non pas parce qu'il est français et qu'on est meilleur que les autres, mais parce que celui-là, il a fait la preuve de son fonctionnement. Là, les mêmes critiques, règles de l'OMC, protectionnisme, sont revenues avec une violence sans commune mesure. Ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est bloqué tout ça. On n'arrive pas à converger, voire même par moments, j'ai eu la grande crainte que ça converge vers le fait qu'on n'ait pas la capacité à proposer un tel schéma, plutôt qu'il y ait un schéma qui soit décidé, mais que même au niveau le plus élevé, on n'ait pas cette protection face aux droits non européens. Donc là, c'est là où il y a un sujet que je qualifie de politique, c'est peut-être pas le bon terme, surtout ici, mais politique au sens de décideur public, de dire mais moi j'assume le fait que pour tel ou tel système, pour le HDH peut-être, pour autre chose, je veux des systèmes qui soient européens, et pas américains ou chinois. Voilà. Le rôle de la CNIL, vous l'avez cité là-dedans, la CNIL, moi je la trouve très courageuse sur ces questions-là. Mais la CNIL se doit d'avoir une lecture juridique des choses. La dernière décision de la CNIL que j'ai en tête sur le HDH, elle est à relire parce qu'elle valide des décisions et en même temps les considérants sont mais parce que dans le rôle, là encore, je m'improvise juriste, mais dans le jeu qu'il y a entre l'Europe et les États-Unis, il y a ces décisions d'adéquation qui sont insupportables. Donc on est déjà à la troisième. Hein, il y a eu le Safe Harbor, Privacy Shield, je ne sais plus dans quel sens, le DPF aujourd'hui. Voilà. À chaque fois, c'est la même chose. À chaque fois, on met un voile pudique sur le fait que le droit européen ne respecte pas le RGPD. On arrive quand même à essayer de se rassurer en se disant qu'il faut ça pour développer le numérique en Europe. Bon, le dernier a été décidé, je ne peux pas m'empêcher quand même de le rappeler, quand le DPF a été annoncé par la présidente de la Commission européenne, c'était dans le même discours qui annonçait l'accord sur le gaz liquéfié américain dans le cadre de la crise ukrainienne. Hein. Moi, j'ai trouvé ça d'un cynisme absolument scandaleux, pour être très très franc. Et donc, on a ces trucs-là, ça ne tient pas juridiquement, mais à chaque fois, notamment sous l'impulsion de l'avocat autrichien Max Schrems, c'est cassé, mais ça prend 4 ans. Et le jeu se répète. Et moi, je me souviens très bien de discussions avec, bonne relation d'ailleurs avec des partenaires américains, qui m'avaient dit, voilà, hors micro, hors caméra, mais du coup, je le répète ici, mais on sait très bien que ça ne tiendra pas. Mais c'est 4 ans de plus. Voilà, il y a un cynisme absolument incroyable autour de tout ça. Donc voilà, la CNIL, moi, je préfère les défendre parce que je les trouve très courageux dans un domaine où ils sont parfois très seuls pour porter des valeurs. Et enfin, donc j'ai noté acteurs capables de répondre oui aujourd'hui. J'insiste là-dessus. On a des industriels, des petits et des gros. Il n'y a pas que des gros, hein, il y a des petits aussi qui sont assez remarquables en France, qui sont capables de faire des tas de choses et qui, pour se développer, je pense qu'ils ont dû vous le dire. Je pense qu'ils sont ravis quand ils touchent des subventions et des aides, mais ce qu'ils veulent, c'est des marchés, ce qu'ils veulent, c'est qu'on leur rachète leurs produits, et c'est comme ça qu'on fera des bons produits. Si les produits américains sont bons, ils ont probablement été subventionnés, mais enfin, ils ont été achetés surtout, avec un marché domestique qui est évidemment sans commune mesure avec le marché français. Donc je pense qu'il n'est pas trop tard. Là où certains ont parfois des propos très, très défaitistes, ou alors soit c'est dit de manière forte, soit c'est pensé et c'est non dit, mais ça a beau aller très vite, tout ça, il ne faut pas qu'il y ait de renoncement. Et il ne faut pas non plus sauter les étapes, parce que si on renonce aujourd'hui au cloud, si on renonce aux infrastructures pour se dire, bon, on va se concentrer sur l'intelligence artificielle, ça ne marchera pas non plus. Cette intelligence artificielle, il faut bien la poser quelque part, il faut bien qu'elle tourne quelque part. Donc c'est toute la logique, c'est toute cette pile propre au numérique qu'il faut être capable de maîtriser. Et sincèrement, je pense qu'aujourd'hui, on peut le faire. Merci, Madame Morin-Desailly. Merci beaucoup pour ces explications très claires. Vous dites qu'il ne faut pas pleurer sur le lait versé, mais permettez-nous quand même de regarder les choses et de remonter loin dans le temps, parce que c'est ce qui fait aussi que nous sommes aujourd'hui au
cœur de cette commission d'enquête à nous interroger en réalité comment la commande publique est mobilisée pour défendre certains enjeux aussi très stratégiques pour la nation. Et je me dis, en vous écoutant, que si à l'époque de la mise en route de la plateforme des données de santé, on avait eu un débat national, en tout cas il y avait eu une prise en compte politique, voilà, de quel type de données on allait traiter, à qui on pouvait les traiter, et est-ce que justement il ne fallait pas à ce moment-là où la commande publique aurait boosté et permis le développement de certaines entreprises, on n'aurait peut-être pas perdu non plus 10 ans, permettez-moi de le dire, car on voit bien que c'est le levier de la commande publique qui, aux États-Unis, vous savez très bien, a permis l'émergence de ces GAFAM qui, aujourd'hui, nous vampirisent complètement. Donc on a loupé une étape éminemment stratégique, on a perdu 10 ans, ce qui permet maintenant à Monsieur l'État et Draghi de faire leurs commentaires très avisés sur le déficit de politique industrielle, tout simplement. Donc on a loupé quand même une marche importante à l'époque. Donc moi je tiens à le dire parce que cette contestation, elle est partie du Sénat, vous le savez très bien, le 16 juillet 2020, quand on pose la question, voilà, pourquoi il n'y a pas eu l'appel d'offres spécifique. Alors, du coup, ça rejoint tout ce que nous avons entendu d'un certain nombre d'acteurs qui nous ont dit qu'ils n'avaient pas été consultés. On a entendu aussi la directrice de la plateforme. On voit bien qu'il n'y a pas eu d'appel d'offres spécifique. Et surtout, ce que nous disent aussi les entreprises, c'est que par la suite, quand il y a une ouverture ou une consultation, les conditions sont tellement compliquées, les critères énoncés sont tellement nombreux, comme vous dites, le catalogue est tellement large que aucune entreprise finalement ne peut prétendre, en somme, rivaliser et s'auto-censure en réalité pour candidater. Donc il y a aussi un vrai sujet. Et vous avez eu la bonne formulation, comme vous avez dit, il y a 2 critères importants aujourd'hui. C'est la formation des acheteurs et surtout la décision politique. Les décideurs, j'imagine que vous faites référence aux politiques au plus haut niveau, de savoir ce que l'on veut intégrer comme critère aujourd'hui dans la commande publique. Voilà, fort en plus de ce que vous avez aussi très bien rappelé, d'un contexte international là encore nouveau, qui accroît le risque de préemption de nos données pour des raisons éminemment stratégiques. La faiblesse du 3e accord d'adéquation, vous l'avez vous-même rappelé, voilà, qui n'a pas beaucoup évolué depuis le 2e, le Privacy Shield. Donc on a ce devoir impérieux. Donc fort de ce préalable, moi je voulais juste vous poser 2-3 questions. Premièrement, vous avez été à la manœuvre pour l'élaboration de cette doctrine cloud au centre. J'ai bien compris, le référentiel Secnum Cloud, la notion de cloud de confiance. Était-ce une réponse à justement ce qui avait été dénoncé ici, à savoir on ne peut pas confier à Microsoft la plateforme des données de santé parce qu'elle n'est pas immune aux lois extraterritoriales. Donc on trouve une solution pour continuer quelque part à faire dans des consortiums travailler Microsoft avec les acteurs européens. C'est une façon de continuer le travail avec, malgré tout, les technologies américaines. Est-ce que c'était une commande un peu explicite d'aller dans ce sens ? Est-ce que c'était le ministre à l'époque, Cédrico, qui a énoncé ce souhait d'élaboration d'un référentiel de cette doctrine cloud au centre ? Voilà, c'est ma première question. J'en ai 2 autres. Alors, ce que je vous propose, peut-être, si vous voulez bien les poser, il y a M. Cabanel aussi qui a souhaité la parole. On va laisser Mme Morin-Desailly terminer. Cible et l'obligation d'avoir recours à des solutions souveraines, on va dire complètement sécurisées, immunes aux lois extraterritoriales telles que vous l'avez formulé. Est-ce que vous jugez que, d'une part, le texte de loi, qui a été longuement débattu, ça n'a pas été facile, hein, certains députés ne voulaient pas vraiment qu'on aille dans ce sens-là, on a fini par y arriver, donc le texte de loi est suffisamment clair justement pour
conduire en fait le gouvernement français à aller vers les solutions, les deuxièmes solutions, celles que vous avez évoquées, totalement immunes, celles que vous portez finalement avec DocaPost et Newspot. Et est-ce que surtout, je vous interroge sur le décret d'application, parce que le décret d'application, il n'est pas encore finalisé, mais malgré tout, il a été notifié à Bruxelles. Donc, il est consultable. Chacun peut déjà se faire un point de vue sur ce décret d'application. Pensez-vous justement que dans ce décret d'application, où on va énoncer les conditions de migration possibles, en tout cas qu'il faut absolument effectuer en cas de données, notamment par exemple celle de la santé, est-ce que vous pensez que les critères qui sont là énoncés, il y a le critère financier en premier, j'ai pas vu le critère de sécurité, je pense pas. Il y a le critère de fonctionnalité. Est-ce que vous pensez qu'il est suffisamment justement étoffé pour aller naturellement et presque obligatoirement vers le bon sens, qui sont les solutions que vous avez énoncées? Voilà, c'était le sens de ma question, car je vous sais grand serviteur de l'État et très à l'affût de tous ces sujets-là, et que vous apportez votre contribution utile au débat public. Merci, Monsieur Cabanel. Oui, merci. Juste une toute petite question par rapport à ce que vient de dire notre collègue, ce que vous avez évoqué en ce qui concerne les acheteurs qui ne seraient pas suffisamment formés et qui se laisseraient aller à la facilité plutôt que d'essayer de comprendre par rapport à leur demande. Donc, d'après vous, qui devrait les former, justement, et comment, effectivement, arriver à faire en sorte qu'on puisse avoir des acheteurs formés? Parce que, bon, c'est une volonté particulière de vouloir se former ou pas. Donc, comment vous voyez ça? Et par rapport, donc, aux règles de l'OMC que vous avez évoquées, et du courage qu'on devrait avoir pour essayer effectivement de s'opposer peut-être à des problèmes juridiques, ça veut dire qu'il faut quand même y aller, quoi, et on verra après. C'est ce que vous voulez nous dire, ou justement plutôt mesurer les problèmes éventuels juridiques avant d'exprimer notre courage sur des critères qui aujourd'hui n'existent pas. Merci. Je vous laisse répondre aux questions de nos collègues. Volontiers. Donc, pour répondre à Morin de Saïd, donc, la géopolitique, je vais être cynique, en ce moment, elle nous aide. Parce que ce qui, jusqu'à maintenant, se heurtait un petit peu au fait de dire « ouais, mais quand même, vous êtes quand même pas un peu parano et tout ça ». Bon, en ce moment, voilà, les plus paranoïaques sont dépassés. Donc, quelque part, profitons-en. Ma seule crainte, finalement, c'est qu'on laisse le temps passer et qu'on revienne à une situation plus normale et qu'entre-temps, on n'ait rien construit. Donc, c'est maintenant qu'il faut construire. Moi, je ne peux qu'appuyer là-dessus. Et sur le fait que la commande publique doit être un outil de politique industrielle, ça, ce serait fort. Et aujourd'hui, ce n'est pas le même métier. Ceux qui font de la politique industrielle et ceux qui font de la commande publique, ils ne se croisent pas tant que ça, si je peux me permettre cette critique-là. Donc voilà, comment est-ce qu'on fait ça? Après, c'est très facile de donner des conseils, mais c'est vraiment ça qu'il faudrait qu'on arrive à mettre en place. Sur la doctrine cloud au centre, alors c'était pas le travail de l'ANSSI, c'était le travail de la LINUM, mais en étroite coopération avec l'ANSSI sur toutes les questions de sécurité, et on y a travaillé ensemble. Est-ce qu'il y a une commande explicite, écrite et tout ça d'un ministre un jour qui dit vous allez nous faire une doctrine cloud au centre? Je ne crois pas. Par contre, qu'il y ait une pression pour avancer justement, pour durablement changer la situation du numérique dans le secteur public. Là, moi, j'ai croisé personne qui m'a dit surtout fais pas ça. On n'a eu aucun frein à ça, bien au contraire. Donc, la DINUM en tête a poussé cette logique-là. Après, il faut bien l'écrire, mais ça a été rédigé, ça a été porté politiquement. Donc, j'ai pas d'inquiétude là-dessus. C'est toujours porté politiquement. Il y a un courrier très intéressant de 3 ministres assez récents, ministre Chapaz, de Montchalin et Ferracci, si je ne me trompe pas, qui dit, attention, pour toutes les administrations, la doctrine cloud au centre, elle s'applique toujours, vous devez l'appliquer, donc vous devez passer par du cloud, notamment de confiance, pour les usages publics. Et il y a un petit détail qui m'avait échappé, mais que la ministre de Montchalin m'a rappelé l'autre jour,
les CBCM, donc les contrôleurs budgétaires, vont dorénavant être en charge de contrôler ça. C'est-à-dire que quand il y aura des achats de cloud, eh bien, les CBCM, qui sont quand même les gardiens financiers des administrations notamment, vont être là pour dire mais pourquoi vous n'utilisez pas des choses compatibles. Donc ça, c'est très intéressant quelque part. Que ce ne soit pas que le problème des directions informatiques dans les ministères et tout ça, c'est bien un sujet budgétaire aujourd'hui. Donc ça me paraît très positif et aller dans le bon sens. Et donc cette doctrine cloud au centre, elle a été beaucoup plus regardée et critiquée d'ailleurs par certains partenaires européens, parce que finalement, tant qu'on fait de la certification, on ne parle pas de l'usage. On dit juste, voilà, on crée des labels et tout ça, mais on ne dit pas ce qu'on va en faire après. Quand on dit après, dans tout ce périmètre-là, on va imposer du Second Cloud, par exemple, c'est là où ça panique, quelque part, parce que c'est là où les choses deviennent réelles, objectivement. Et dans le cadre de la loi SREN et des débats qu'il y a pu avoir, je pense que le principal... comment dire ça la précaution principale de ceux qui voulaient pas, qui étaient prudents pour aller dans la direction de dire on veut imposer du cloud immune aux droits non européens, était lié au fait que dans les discussions qu'il y a, et ça nous renvoie vers la certification européenne IUCS, il y a ce besoin de rassurer constamment nos partenaires, enfin certains partenaires européens, sur le fait que certes on va mettre en place des systèmes de certification, mais on ne va pas en abuser. On ne va pas coller le plus haut niveau de sécurité pour toutes les applications possibles et imaginables. Et donc, voilà, c'était ça le débat que vous connaissez bien, où quelque part, il faut garder une forme d'équilibre pour montrer qu'on veut se doter d'outils performants, puissants, mais on ne veut pas forcément l'appliquer partout. À la question, est-ce qu'il faudrait faire du Second Cloud sur toutes les données publiques imaginables, on pourrait le souhaiter, évidemment, mais ça peut être contre-productif en fait. Ça peut faire peur objectivement à nos partenaires, ça peut faire peur à plein de gens. D'où cette nécessité peut-être de commencer par ce qui est sensible, et ça nous renvoie à la définition des données sensibles, qui n'est pas une définition simple, très clairement, mais commencer par ce qui est sensible en acceptant qu'il y a des données qui sont moins sensibles, probablement. Donc ça, c'est pas par choix, c'est pas par gaieté de cœur, c'est plus par pragmatisme probablement qu'il faut comme ça des étapes. Mais enfin, il faut bien que ce soit une étape. Et donc, il faut bien que le périmètre des données sensibles, il soit pas réduit à zéro. Les données de l'éducation aujourd'hui ne rentrent pas dans ces données sensibles formellement. Même les données de santé, c'est compliqué de faire reconnaître que c'est des données sensibles. Et voilà. Donc dans la mise en œuvre de ces idées qu'évidemment je soutiens, il y a la précaution sur qu'est-ce que ça va être au final vraiment les données sensibles en pratique. Est-ce que voilà, on ne va pas réduire ça à peau de chagrin. C'est pas facile de définir les données sensibles. Au sein du CSF, il y a un nouveau CSF qui a été créé autour du numérique de confiance. Il y a tout ce travail que porte en particulier DocaPost sur définir les données sensibles. Donc ça, on a un vrai besoin collectif d'être capable de faire ça. Et puis ensuite, dans le décret de l'article 31, donc ça devient technique, mais il y a en effet ce besoin d'application de la loi. Pour des raisons de continuité, il y a qu'est-ce qu'on fait des systèmes existants. Évidemment, on a le HDH en tête, qui est nommément cité dans la loi. Ma seule crainte, quelque part, si je devais en citer une seule, c'est que finalement les règles de dérogation, d'exclusion et tout ça, finalement, ne durent indéfiniment. C'est ça le vrai risque, objectivement. Donc à un moment, il faut qu'il y ait une décision. Il faut qu'il y ait une décision. Il faut pas que ce soit la responsabilité des responsables techniques au fond de la soute de décider ça. C'est une décision qui doit venir d'en haut en disant bon, allez, est-ce qu'on est prêt, est-ce qu'on n'est pas prêt? Si on est prêt, on y va. Ponctuellement, ça va coûter un peu plus d'argent parce qu'il va falloir redévelopper des choses. Parce que c'est pas dans le cloud, on a toujours l'idée qu'on peut prendre un truc, on le déplace, on le pose ailleurs. Ça marche pas du tout comme ça en pratique. Et plus les systèmes sont complexes ou intimement liés aux fournisseurs de cloud, et plus c'est difficile à déplacer. D'où tous les débats d'ailleurs qu'il y a eu également sur la portabilité. On ne peut que souhaiter la portabilité dans le domaine du cloud. Après, s'imaginer que la portabilité dans le cloud, c'est comme la portabilité du numéro de téléphone ou la portabilité bancaire, c'est malheureusement voir les choses de manière beaucoup plus simple et voire simpliste qu'elles ne sont dès que c'est un peu complexe. Voilà. Donc voilà, on en est là. Moi, je pense que on a les bonnes bases, en fait. Ça a fait l'objet de discussions, ça a été voté. On a les bonnes bases maintenant pour avancer. Ce qu'il faut, c'est qu'il y ait une vraie impulsion. Et ça, d'ailleurs, ça me renvoie à votre question. C'est pas aux acheteurs de décider. Les acheteurs, ils font ce qu'on leur dit de faire. Voilà. Donc ça doit être une décision des chefs, quel qu'il soit, en fonction des. Et ensuite, les acheteurs, ils sont là pour mettre en musique, pour prendre les risques. Et il y a les acheteurs et les juristes. Les juristes, ils sont là pour identifier les risques.
si vous laissez la main aux juristes, avec tout le respect que j'ai pour eux, vous ne ferez jamais rien. Parce qu'il y a toujours des risques, quoi qu'il arrive. Et là, les risques, ils sont réels. Je mentionnais l'OMC et tout ça. Ce sont des risques réels. Donc, à un moment, il y a un dosage. Moi, j'ai parfois un rôle de chef aussi. J'ai ces informations juridiques qui arrivent. Il y a des risques que je prends en compte et parce que ce serait irresponsable de ne pas les prendre en compte. Et il y a des risques que j'assume. Voilà. Et après c'est de la dentelle parce que ça dépend évidemment au cas par cas de ce qu'il y a à faire et des sujets. Enfin bon, ça dépend de plein de choses. Il n'y a pas de règle unique. En informatique, on parle de t-shirt à taille unique. Enfin non, il faut faire un peu de sur-mesure après. Mais dans le principe, c'est bien au chef, c'est bien au décideur de donner la voix et ensuite aux techniciens, aux juristes, de faire en sorte que ça se réalise au mieux, très clairement. Et après, en termes de formation, je pense vraiment que les acheteurs, du moment qu'ils ont les bonnes orientations, les bonnes consignes, après, il y a un travail technique de closier, de choses comme ça, comment bien rédiger les clauses, comment bien le faire d'un point de vue technique, mais ça ne me paraît pas dur. Et typiquement, avec la direction des achats de l'État, ça me paraîtrait être un succès presque facile de travailler là-dessus, comme on l'a fait à l'époque avec la cybersécurité. Et tout le monde était ravi, au final. Encore fallait-il le faire, mais tout le monde était ravi. Donc là, je pense qu'on a une étape à court terme qui pourrait vraiment être gagnante pour tout le monde autour de ça. Monsieur le rapporteur, vous souhaitiez intervenir parce que moi j'avais quelques points de conclusion. En parlant des choses sensibles de données. Et toute donnée est sensible. Quand vous parlez d'avoir des données plus sensibles que d'autres, dès l'instant qu'on fait atteinte à votre vie personnelle dans vos données et qu'on peut les regrouper et les travailler, ça devient sensible, ça devient un outil pour faire quelque chose. Donc le problème, c'est la donnée par elle-même. Vous dites qu'il faut graduer, mais qu'on parle de maladie, qu'on parle d'assurance, qu'on parle de patrimoine, dès l'instant vous groupez par catégorie et que vous triez et que l'IA vient dedans, ça devient une donnée exploitable. Non mais je suis d'accord avec vous. Après, parce que vous dites qu'il faudrait graduer pour bien passer les choses, mais ça me semble assez compliqué. Toute donnée sensible. Je vous rejoins au sens où donner des exemples de données sensibles, c'est facile. Alors, il y a celles qui sont réglementairement sensibles, il y a celles qui sont intuitivement sensibles, et on se dit il doit en rester plein d'autres. On peut trouver des exemples de données. Le gros problème, mais je vais aller dans votre sens en disant ça, et complexifier encore les choses, il y a un principe de base, moi je suis militaire, vous savez, je viens de ce domaine-là, quand vous avez quelques données tactiques à courte durée de vie et tout ça, c'est pas très grave. On va pas mettre du secret défense partout, ça bloquerait tout. Par contre, quand vous avez un accès global à plein de données qui sont pas sensibles, ben, la somme de tout ça, ça devient sensible. On connaît ce principe-là. Hein, et d'ailleurs, c'est dans tout ce qui est réglementation pour les données de défense et tout ça, c'est totalement pris en question. Et je vais continuer dans votre sens. Si on prend les acteurs numériques américains, qui sachent ce qu'il y a dans mon téléphone. Mon téléphone, j'hésite un peu, mais il y a probablement des téléphones, d'un de mes enfants. C'est pas secret défense. Bon, quand vous avez tous les enfants de la planète, là forcément, ça devient incroyablement sensible. Donc oui, bien sûr qu'il y a ce côté-là. Après, si je dois quand même citer un exemple, parce qu'une fois encore, si on veut tout bouger d'un coup, moi ma peur, c'est qu'on bouge pas. Pour être très franc. Dans le domaine industriel, c'est une manière quelque part d'éviter le RGPD et les données personnelles, même si évidemment après il faut être prudent. Les données industrielles sont identifiées comme étant le domaine en très forte croissance. Ça dépasse en volume de très loin les données personnelles et ça va continuer à croître. Là, on peut être sur des données extrêmement techniques, des choses comme ça qui, alors là, pour le coup, prises indépendamment, n'ont aucune valeur. Bon, une fois encore, hein, quand vous avez toutes les données industrielles d'un grand géant industriel, ben là, ça en prend. Mais on peut peut-être imaginer des choses comme ça. Mais bon, vous voyez que je pense que vous percevez dans ma manière de défendre les choses que je les défends mal parce que je suis moi-même pas très convaincu. Merci pour aller dans le sens des propos du rapporteur, parce qu'on a déjà eu l'occasion de le dire, s'agissant particulièrement des données publiques, parce que nous sommes dans cette commission d'enquête sur la partie commande publique, donc les interactions avec évidemment les services de l'État, les collectivités, notre système de santé. Je crois que nous sommes nombreux, on n'en a pas encore formellement décidé la traduction dans le rapport, mais à considérer que toutes les données publiques sont par définition sensibles. Ensuite, qu'il puisse y avoir
des degrés de sensibilité, on l'entend, mais nous devons partir du principe que toutes ces données sont sensibles, parce que aujourd'hui, quand on a eu l'occasion d'auditionner des représentants d'établissements d'enseignement supérieur, des données simplement à caractère administratif, si vous les compilez, vous pouvez faire de l'intelligence économique, vous pouvez utiliser derrière ces informations-là pour bien d'autres débouchés. Donc nous, notre sujet, il est bien autour de cette préoccupation-là et de sa traduction ensuite. Alors, qu'il n'y ait pas besoin de SecNumCloud sur toutes les données publiques, ça, je pense qu'on peut l'entendre. En revanche, sur l'immunité aux législations extraterritoriales, par définition, ça doit pouvoir s'appliquer et s'appliquer automatiquement, comme vous l'avez d'une certaine manière sous-entendu, dans le cadre des marchés où nous avons à traiter de ces données. Donc, encore une fois, la Commission délibérera le moment venu, mais je crois pouvoir dire, sans me tromper, que cela fera partie des orientations que nous porterons de façon consensuelle. Ensuite, dans mon propos liminaire, j'avais attiré votre attention sur les assistants à maîtrise d'ouvrage, parce que nous voyons bien ce sujet de façon récurrente, nous l'avons identifié, que vous puissiez nous faire part là, de vos différentes expériences au titre de l'ANSSI et maintenant de DocaPost, parce que là nous voyons bien un biais avec des adhérences capitalistiques entre les uns et les autres qui contribuent aussi à faire que nous avons pris du retard. D'une certaine manière, la responsabilité est collective, mais les AMO ont dans ce processus un rôle et une responsabilité toute particulière. Ensuite, je voulais revenir quand même, mais évidemment, ce n'est pas votre rôle aujourd'hui, mais vous avez évoqué le courrier des ministres. Je dois vous dire, enfin, je pense en me tournant vers mes collègues, que nous, ça nous choque. Que nous, ça nous choque qu'aujourd'hui, des ministres soient obligés d'écrire à leurs administrations pour dire il y a des règles, respectez-les. Ça veut quand même dire, alors on peut nous trouver plein de raisons, problème de formation, de maturité, etc. Mais il y a un moment donné, sur la prise en compte et la prise de conscience déjà politique de l'urgence et du caractère non négociable de ces prescriptions, ça interpelle quand même très fortement. Et donc j'en profite ici pour dire que nous aurons l'occasion au début du mois de juin d'auditionner un certain nombre de ministres actuels ou ayant occupé des fonctions ministérielles pour qu'ils puissent rendre compte aussi de leurs actions et de leurs décisions en la matière. Moi, je retiens quand même aussi, dans les propos que vous avez tenus, la phrase lourde de sens. On a perdu du temps, c'est bien le sentiment, et plus qu'un sentiment, parce qu'il a été très largement étayé par les faits, que nous avons au fil des auditions que nous conduisons, et terminer sur le sujet de la souveraineté des données et les fameuses mentions visant à garantir notre immunité à l'égard des législations extraterritoriales. Là, je crois pouvoir dire de façon à peu près certaine qu'il ne s'agit pas de protectionnisme. Parce qu'autrement, ça revient à dire que finalement, les États qui, par le droit, seraient extrêmement conquérants et se comporteraient dans le monde numérique comme des empires, finalement, auraient toujours raison. Non, c'est pas possible. Il y a la logique évidemment capitalistique, la logique économique que l'on peut entendre, mais il y a cette protection des données et à notre connaissance, notamment la Banque Centrale Européenne a fait valoir ces mentions, ces clauses spécifiques, parce que nous pouvons d'un côté évidemment laisser libre cours au jeu du marché, admettons. Après, on peut les uns et les autres avoir des nuances sur le sujet. Et de l'autre côté, considérer que le respect de nos droits, de notre souveraineté juridique, ça, c'est pas négociable. Et en effet, si d'aventure ça devait être un risque à prendre à l'égard d'organisations internationales aujourd'hui bien mal en point, il faut que nous acceptions de le prendre. Enfin, en tout cas, là, je crois que c'est aussi une parole forte que nous porterons. Donc, sans être trop long, est-ce que sur les AMO, vous pourriez nous apporter votre éclairage, votre retour d'expérience sur le sujet? Je redémarre du SecNumCloud et après je réponds aux AMO. SecNumCloud, c'est né d'une volonté d'avoir un label de qualité élevée. Il n'y a pas de débat là-dessus. Ce qui ne ferait pas sens, c'est on veut des solutions qui soient immunes aux droits non européens. Par contre, on ne s'intéresse pas à la sécurité. Donc moi, je remets toujours ça dans le bon ordre. Il faut des choses qui soient sûres, des choses qui fonctionnent. Aller vendre du cloud qui ne fonctionne pas, bon courage.
même s'il est purement bleu, blanc, rouge comme il faut, ça sert à rien objectivement. Donc moi, c'est le discours que j'avais à l'ANSSI auprès des industriels français, tout ça. Faites des bons produits. Et après, on mettra en valeur le fait que c'est des produits souverains de confiance. Si vous faites des mauvais produits, c'est pas parce qu'ils sont souverains qu'ils vont. Que ça Non, va on est compenser. d'accord, mais simplement c'est là-dessus, très important. les différentes auditions que nous avons eues, je pense à France Digital, Exatrust, et puis après des opérateurs économiques, ils nous ont tous confirmé d'une part que c'était au cœur de leur activité, de leurs préoccupations, et qu'ils étaient aujourd'hui largement au niveau, et que c'était reconnu. Donc en effet, ici, nous sommes garants des intérêts de la nation. Le sujet de la sécurité est évidemment central. Mais justement, je crois que, et vous l'avez dit d'une certaine manière, aujourd'hui, nous sommes prêts pour pouvoir dire que les solutions françaises et européennes n'ont rien à envier, notamment sur le sujet de la sécurité, au système proposé par des puissances étrangères. C'est exactement ça. Donc c'est sécurité, souveraineté. Donc SecNumCloud, c'est un niveau élevé. Tout ne doit pas être SecNumCloud probablement. Sans rentrer dans les détails très techniques, l'obsession de l'ANSSI, une des obsessions de l'ANSSI dans le référentiel SecNumCloud, vous savez, c'est très particulier cette idée de cloud où en fait vous allez avoir plein de gens côte à côte dans le même système. Pour ceux qui ne comprenaient pas, je disais toujours, mais si le client d'à côté, si c'est les services russes, vous serez bien content d'avoir une isolation très très forte entre les différents clients. Alors bien sûr, c'est compliqué à faire. Bien sûr, ça demande un effort et ça a un coût au niveau opérationnel pour les opérateurs. Et on sait faire. Mais ça demande vraiment cet effort qui est demandé en SecNumCloud. Parce qu'on fait cette hypothèse un peu folle, mais qui en pratique est très réaliste dans certains cas, que le client d'à côté, c'est les services russes. Bon. Après, c'est pas valable dans tous les cas. Je vous prends l'exemple sur lequel je travaille beaucoup en ce moment en interne d'Ocapost, où on est en train de revoir complètement nos systèmes de cloud privés internes. Bon ben là, les clients, ce sont les business units de Docapost. Sauf très mauvaise surprise, il n'y en a pas une qui travaille pour les services russes. Donc c'est là où on peut relâcher certaines contraintes par rapport à SecNumCloud. Mais pour des acteurs de cloud privé, typiquement, c'est plus dur. Donc ça explique pourquoi. Et il y a sûrement des gens qui vous ont dit que SecNumCloud, c'était trop compliqué, c'était trop cher, c'était trop long, c'était trop lourd et tout ça. C'est le prix à payer pour avoir des systèmes de cloud public vraiment sûrs. Pour vous livrer une anecdote, ceux qui venaient, quand j'étais à l'ANSSI, me dire c'est trop compliqué tout ça, je disais très bien, il y en a trop, qu'est-ce que vous enlevez? Qu'est-ce que vous voulez enlever? Quelle est la règle que vous enlevez? Moi, j'ai jamais personne qui m'a fait une réponse intelligente. Donc voilà, malheureusement, c'est le prix à payer pour avoir quelque chose de robuste, et on a besoin de construire le numérique sur des choses robustes aujourd'hui. Sur les AMOA, est-ce qu'elles sont manipulées ou pas? Les AMOA, elles sont là pour aider leurs clients et elles sont là pour faire du business. Ce que j'observe via NewSpot, c'est que la plupart des acteurs du domaine, ils ne sont pas venus voir NewSpot en disant on va arrêter tout le reste et on va travailler qu'avec vous. Ce serait un peu absurde de leur part. Mais ils nous ont assez vite intégrés à leur catalogue. Et on a répondu ensemble à des appels d'offres de référencement, notamment pour des centrales d'achat, des choses comme ça. Donc je pense qu'ils ont, ils répondent au marché, ils répondent à ce que leur demandent leurs clients. Je ne les vois pas forcément comme des suppôts vendus aux acteurs américains ou chinois. Après, bon, on y aura sûrement des contre-exemples, mais ils vendent essentiellement ce que les gens veulent leur acheter. Si je reviens à mon obsession de décideur, si le décideur dit mais moi je veux du cloud de confiance européen et tout ça, la MOA elle fera de l'accompagnement pour acheter du cloud de confiance et intégrer du cloud de confiance européen. Donc je pense que c'est pas taper que sur eux, ce serait probablement inefficace. Ah, mais c'est pas ce que nous faisons, mais nous avons constaté qu'il y avait quand même des liens parfois très étroits, et puis dans un certain nombre de cas publiquement reconnus, y compris sur le plan capitalistique. Et ça peut s'entendre. Ça peut s'entendre. Mais, moi, je les vois plutôt. Ils vont là où c'est efficace, ils vont là où ça marche, ils vont là où ça plaît à leurs clients, ils vont là où oui, mais après c'est un peu quand même. C'est aussi l'histoire de la poule et de l'œuf, c'est-à-dire que on peut dire, et je suis d'accord avec vous sur la responsabilité politique au plus haut niveau, mais après quand vous avez des élus locaux qui, eux, n'ont évidemment à l'échelle de leur territoire pas la capacité à structurer des filières. Donc, ils ne vont pas se lancer dans une croisade sur la souveraineté numérique à l'échelle de leur territoire. Donc, forcément, ils vont se fier aux experts ou aux prétendus experts. Et donc là, la parole des assistances à maîtrise d'ouvrage qui vont faire la démonstration parce que le système a été déployé déjà dans 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 collectivités de taille équivalente, même si d'aventure, au fil de la discussion, ils disent
Oui, alors là, il existe une solution souveraine. Mais alors là, celle-là, on vous le dit, elle a été déployée, elle est sécurisée. C'est celle-là que vous prenez? Ah, bah écoutez, c'est votre choix, c'est votre choix. Mais forcément, il y a quand même une orientation. Très Vous avez raison, mais je pense que très souvent, ces AMOA, c'est un miroir. Ils renvoient à leurs clients ce qu'ils veulent entendre. Une bonne AMOA, si elle a un client qui veut vraiment acheter souverain, elle va l'aider à acheter souverain. Si le client il n'espère qu'une chose, c'est de s'entendre dire il n'y a pas d'autre choix que de passer par Microsoft, évidemment, la MOA, elle ne va pas être là pour le détromper. Je crois pas. Je crois pas que ce soit son rôle. Oui, mais là, vous voyez que même si vous n'avez pas trop insisté là-dessus, mais quand vous mettez en lumière tout à l'heure, là, il y a quelques minutes, le sujet de la sécurité, on pourrait presque, si on isolait votre propos uniquement là, y voir à minima une forme de prévention à l'égard de solutions françaises européennes en disant, bon, de l'autre côté, on a des solutions américaines, elles, c'est sûr, c'est parfaitement sûr. La souveraineté, c'est un autre sujet, mais sur le sujet de la sécurité, c'est central. Et donc, là aussi, on voit bien que les uns et les autres, on a des rôles de prescripteurs ou en tout cas d'orientation dans la réflexion. Donc, de notre point de vue, il ne s'agit pas de dire que tout est de la responsabilité des AMO, mais qu'elles font partie d'un système qui, aujourd'hui, a conduit notre pays et notre continent à prendre du retard. Enfin, ça, je pense que collectivement, on peut au moins en convenir. Écoutez, Monsieur Poupard, merci vraiment beaucoup pour vos interventions, votre témoignage. On ne manquera pas de revenir vers vous si nous avons besoin d'éléments complémentaires. Et si de votre côté, vous souhaitiez apporter des exemples de bonnes pratiques autres que celles que vous avez pu évoquer, des solutions, des priorités d'action, n'hésitez pas dans les 15 prochains jours, 3 semaines au maximum. Nous avons encore la possibilité d'intégrer ces éléments. Merci à vous en tout cas. Merci beaucoup.
Bonjour Dominique. Ah, c'est bon, ils se sont connectés. Bonjour. Simon Uzenat, président de la commission d'enquête, vous nous entendez bien? J'entends très mal. Ah. Et là, vous nous entendez Je mieux? Non, il y a un fort grésillement. D'accord. Ah oui, un très fort grésillement. Je ne vois pas Samy, je ne vois pas Anthony, je les vois à l'écran, mais pas à l'inscrime, je ne les vois pas à l'écran. Oui, alors ça, c'est l'orientation de la caméra, non, j'imagine. En revanche, monsieur qui vous exprimez, il y a la sortie audio de votre micro et il y a beaucoup de grésillement. Ah. Oui, énormément de grésillement. J'entends rien. Ah voilà, le président Anthony Lebon est là. Est-ce que vous entendez là ou il y a toujours un grésillement avec un autre micro? Il y a un Toujours grésillement. grésillement. On n'entend strictement rien à ce que monsieur le sénateur dit. Anthony, tu entends bien? Bonjour, monsieur le sénateur. Ça grésille également, oui. Ah. Moi, j'ai plus de son. Là, vous nous entendez bien? Non, toujours pas. Bon. Alors, si, ça grésille, mais ça reste audible. On entend quand même, voilà, c'est audible, même si ça grésille un petit peu, à voir sur les autres micros. Là, je grésille également avec vous? Oui, c'est toujours, audible. Oui. C'est audible, mais ça grésille. On va s'en sortir, monsieur le sénateur. On va faire au mieux. On va y arriver, monsieur le sénateur, oui. On est dans les handicaps structurels des Outre-mer, hein, on a l'habitude. Non, mais là, c'est un problème qui vient de l'Hexagone, donc... Juste dans quelques instants, on va redémarrer la visio. La visio va être redémarrée pour essayer de régler le problème. Très bien. Dans quelques instants. Oui, c'est une bonne chose. Voilà.